Merci de nous rejoindre physiquement pour une partie et puis à distance pour les autres. Nous sommes passés en figital. On aurait bien aimé tous vous avoir ici physiquement, mais on est bien conscient que ça n'est pas toujours possible. On est content que ça permette à des gens, notamment qui n'habitent pas à Paris, car oui, ça arrive, on peut ne pas habiter à Paris, de nous suivre. Et de toute façon, l'enregistrement permet aussi un privilège. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Papy, qui va nous parler de son dernier livre. Alors, Laurent n'est pas un économiste sapien, c'est pour cause. Tu collabores avec nous. Tu es le co-directeur de notre observatoire développement durable. C'est pas dans le bien savoir avec nous. Tu lis tes textes depuis un moment et tu sors depuis quelques jours, car c'est depuis le 4 novembre, un livre au titre, n'est-ce pas, provocateur, ou en tout cas qui interroge le mirage bio. Tu y vas fort, quand même. Et nous, on aime bien la lecture des idées reçues chez Sapiens, on aime bien le regard critique, mais au sens grec de jugement, hein, donc, pas seulement négatif, mais essayer de discerner, hein, c'est crino, je crois en grec, hein, c'est ça l'idée de la critique. Hein. L'idée de discernement, l'idée d'essayer de mieux comprendre. Alors, le bio c'est beau, le bio c'est censé être tout ce qui est bon et formidable. Ma mère, en tout cas, est totalement persuadée que c'est la solution à peu près à tout. Et donc, nous consommons plus, je fais ça depuis un moment. Moi-même, je suis à deux doigts d'être converti, mais je sais que la réalité, elle est souvent, si ce n'est ailleurs, en tout cas, elle est plus complexe. Et c'est peut-être ça que tu vas nous dire ce matin. Tu vas nous expliquer la réalité de ce bio. Alors, comme d'habitude, tu présentes un petit peu ton livre, et puis il y aura des questions de la salle et de l'ordinateur. Voilà. On t'écoute. Merci Olivier, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence ici matinale. Du coup, je vais présenter mon essai et je commence par dire que les intentions de ceux qui consomment bio, à savoir protéger sa santé, réduire son impact sur l'environnement, favoriser les producteurs, connaître les circuits de distribution, comment les produits ont été transformés, toutes ces considérations-là, je suis le premier à les partager. Je pense qu'il n'y a personne qui ne les partage pas, on a tous envie de bien manger. Je parle dans ce livre de deux constats. Le premier, c'est que l'agriculture, le monde de la transformation agroalimentaire, les circuits de distribution alimentaire aujourd'hui sont sous le feu des critiques. Ça fait depuis après-guerre, c'est un mouvement qui a commencé avec notamment le printemps silencieux de Rachel Carson, qui fait des critiques légitimes sur l'utilisation massive de pesticides. Et c'est quelque chose qui continue aujourd'hui et vous ne pouvez pas passer à côté de reportages d'investigation, de critiques d'enquêtes journalistiques, d'alertes qui sont levées sur la situation sanitaire, environnementale de l'agriculture et de sa production. Donc il y a un feu nourri de critiques qui sont faites vis-à-vis des agriculteurs. Les organisations environnementalistes sont en première ligne. Et dans l'autre constat sur lequel je me base, c'est que les agriculteurs aujourd'hui sont dans une crise économique, une crise sociale qui est très complexe. C'est-à-dire que l'agriculture, l'emploi agricole a fortement chuté. Les agriculteurs ont du mal à vivre de leur métier. Et vous connaissez l'histoire des taux de suicide qui sont très élevés dans la population agricole. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une perte de compétitivité de l'agriculture française. C'est-à-dire que quand on regarde les parts de marché à l'export, on n'est plus du tout la locomotive européenne de la production. L'Allemagne et les Pays-Bas sont passés devant nous. Donc on perd des parts de marché, une érosion lente depuis 30 ans des parts de marché de l'agriculture. Donc l'agriculture française aujourd'hui n'est plus un poids lourd. Elle reste. Il continue d'y avoir un excédent commercial au niveau mondial. Au niveau de l'Union européenne, on est des importateurs nets. Donc, ça veut dire que l'agriculture, aujourd'hui, elle a un souci de compétitivité, elle a une crise sociale, les agriculteurs ne sont plus la force politique qu'ils étaient. Et on nous présente le bio comme une alternative qui va répondre à ces problèmes, qui va répondre aux problèmes environnementaux, aux problèmes sanitaires, et qui va offrir une alternative aux agriculteurs. Donc, tout en répondant aux attentes sociétales. Donc, les promesses du bio sont très séduisantes à ce niveau-là, et je pense qu'il faut le reconnaître. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que c'est que le bio? Pourquoi le bio propose cette alternative et pourquoi est-ce qu'il est bien vu?
Donc, il y a le bio, pour prendre la définition, je pense que c'est important de revenir à la définition. Le bio, c'est une pratique qui est née il y a un peu plus d'un siècle. J'y reviens sur les origines du bio dans le livre, mais qui considère que on doit. Ce sont des obligations de moyens. C'est-à-dire que le bio refuse d'utiliser, dit qu'il ne faut pas utiliser des intrants de synthèse, c'est-à-dire des engrais de synthèse, des pesticides, des produits de protection des plantes de synthèse et des biotechnologies, les OGM. Donc, il y a cette idée qu'il faut refuser certains des innovations, des technologies qui sont utilisées par ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle pour avoir une agriculture de meilleure qualité. Donc ça, c'est la définition du bio. C'est important de comprendre que ce sont des obligations de moyens. On ne se donne pas des objectifs de résultats dans le sens où on ne se dit pas il faut qu'il y ait tant de résidus de pesticides, il faut qu'il y ait tant de rendement, il faut qu'il y ait… Non, le cahier des charges bio est très clair là-dessus, ce sont des obligations de moyens. C'est important pour la suite. Et donc, le bio, la filière bio défend une agriculture qui serait meilleure pour la santé, meilleure pour l'environnement, qui protégerait la planète, qui serait une alternative pour les pays pauvres qui n'ont pas encore fait de révolution agricole. Et ce serait formidable. Donc, donc la question et ce que je fais dans ce livre, c'est d'interroger ce postulat. Et donc là, je me base dans ce livre sur ce qu'on appelle des méta-analyses pour tous ces critères environnemental, sanitaire, organoleptique, social, économique, qui comparent les modes de production agricole. Et quand on rentre dans le détail de ces comparaisons, pour voir est-ce que vraiment le manger bio, c'est meilleur pour la santé, est-ce que vraiment manger bio, on réduit son impact sur l'environnement, et ben on se rend compte que le constat est beaucoup plus mitigé et beaucoup moins simple qu'il n'en avait. Si je prends l'impact sanitaire, ce que montrent les études, et il y en a eu un certain nombre, et je les documente dans l'ouvrage, et je vous invite vraiment à aller puiser ça dans les sources de ces méta-analyses, et il y a des choses qui sont très bien vulgarisées aussi. C'est que, d'un point de vue sanitaire, aujourd'hui, on n'a pas de démonstration scientifique que manger bio est meilleur d'un point de vue nutritionnel. D'un point de vue sanitaire, on n'a pas d'impact qui est détecté sur le fait de manger bio sur la santé. Donc ça, c'est le premier constat. Je peux rentrer un peu plus dans les détails. Et il y a un autre constat, c'est donc il y a l'idée que le bio n'utiliserait pas de pesticides et que ce serait notamment bien pour limiter le risque de cancer. Donc ce constat-là, en réalité, il est beaucoup plus complexe parce que le bio quand on dit que le bio n'utilise pas de pesticides, il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que le bio n'utilise pas de pesticides de synthèse. Par contre, le bio utilise des pesticides naturels. Donc, l'agriculture qui se passerait de pesticides n'existe pas. C'est-à-dire que depuis même la nuit des temps, les Grecs anciens, tout ça, commençaient déjà à utiliser des produits répulsifs contre les ravageurs. Mais une agriculture sans pesticides n'existe pas aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, on l'atteindra. Mais le bio utilise des pesticides qu'il qualifie de naturels. Donc, il y a une liste, il y a des milliers de formulations qui sont autorisées en bio, qui sont d'ailleurs parfois produites par les mêmes multinationales qui sont tant décriées. Mais le bio utilise des pesticides qui sont jugés naturels. Et donc, il y a une distinction qui est très importante en bio entre ce qui est synthétique et ce qui est naturel. Et là, on vient au cœur du sujet. Parce que cette distinction, on a tous fait des sciences naturelles au collège et au lycée, elle est compliquée. C'est compliqué d'avoir une approche très rationnelle en disant il y a des choses qui sont synthétiques et des choses qui sont naturelles. Et si je prends deux exemples qu'on cite souvent en bio, le premier que vous connaissez certainement dans l'agriculture conventionnelle, qui est le glyphosate, qui a fait beaucoup d'actualité. Et si on prend dans le bio un pesticide qui est souvent décrié, donc un pesticide qui est jugé naturel, qui est le sulfate de cuivre, quand on regarde le profil toxicologique, écotoxicologique de ces deux molécules, eh bien, on se rend compte que le sulfate de cuivre a un profil bien plus néfaste pour l'environnement, bien plus néfaste pour la santé que le glyphosate. Et pourtant, c'est un pesticide qui est jugé naturel. Donc là, il y a une contradiction dans le fait de considérer qu'il y a un mode de production qui serait naturel et un mode de production qui serait synthétique. Donc, ce constat sur le plan sanitaire, il est plus nuancé sur le plan environnemental. J'essaie de le faire rapidement, mais en gros, sur le plan environnemental, est-ce que le bio est plus écolo? Donc là, on regarde plusieurs indicateurs. On va regarder le niveau d'acidification, d'eutrophisation, l'érosion, la biodiversité, la consommation d'énergie. Et donc là, quand on compare des exploitations bio entre elles, il y a, et qu'on regarde les analyses qui ont été faites par les experts sur le sujet, on se rend compte qu'il y a à peu près, que c'est considéré par les spécialistes que, en effet, le bio à l'hectare, quand on prend un hectare bio, il serait plus écolo que l'hectare conventionnel. Toutefois, cette comparaison-là, pour moi, elle me pose un problème, c'est que le bio,
un plus faible rendement agronomique. Et du coup, pour produire la même quantité pour produire 1 kg de farine ou 1 kg de carottes, eh ben, on va utiliser plus de surface. Et donc, ce qui me paraît important, c'est de comparer au kilo produit. Et donc, quand on dit le bio est plus écolo, c'est qu'on parle à l'hectare. Et il faut regarder vraiment l'indicateur. Et quand on regarde au kilo produit, ce que je mets dans mon assiette, si j'ai une assiette bio et une assiette conventionnelle, quel est le plus écolo? Et bien là, le constat est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire que si j'ai besoin de plus de surface pour produire, bah, ça va annuler le bénéfice écologique à l'hectare. Et ça, c'est quelque chose qui est assez documenté aussi, c'est-à-dire que sur le plan environnemental, bah là, quand on compare au kilo produit, bah, on se rend compte que bah, c'est à peu près kiff sur l'impact environnemental. Et il y en a qui vont beaucoup plus loin, qui disent que si on généralisait le bio, il faudrait plus de déforestation et qu'on a plus intérêt, si on veut répondre aux objectifs climatiques, si on veut répondre aux objectifs environnementaux, d'augmenter le rendement à l'hectare, d'avoir une agriculture plus intensive pour réserver plus d'espace naturel. Donc, c'est vraiment un débat qui est là depuis longtemps, hein, qui est de dire est-ce que je vais sur plus de surface en essayant de maximiser la biodiversité au sein de ces surfaces agricoles, ou est-ce que je produis avec un plus fort rendement à l'hectare pour libérer l'espace naturel? Et quand on regarde les analyses, ben on a plutôt, ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'il faut plutôt aller dans la deuxième option, ce qu'on appelle le land sparing. Donc voilà, sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire. Si maintenant, donc le bio n'a pas seulement des promesses sur le plan environnemental et le plan sanitaire, il y a aussi des promesses sur le plan économique, sur le plan social. Et donc là, je me suis intéressé dans le livre, il y a une partie sur d'où vient le bio. Et ce qui est très intéressant, c'est que le bio, en fait, naît dans le romantisme allemand, de la fin du 19e, tournant du 20e. Et c'est vraiment un mouvement, et c'est là que c'est très intéressant, qui n'est pas un mouvement de techniciens à la base, d'agronomes. C'est un mouvement intellectuel qui puise sa source dans le romantisme allemand et dans l'opposition aux Lumières. C'est vraiment à l'époque, c'est le contre-coup des Lumières. Et on va critiquer la mécanisation du monde, la rationalisation, la science qui désenchanterait notre univers. Et le bio naît là-dedans. Il naît notamment en Allemagne, en Autriche. Et puis, dans les fondateurs du bio, il y en a qui vont même dans de l'ésotérisme assez poussé. Peut-être que vous connaissez Steiner, le label biodynamie, par exemple. Ça découle d'une sorte de pseudo-science qui s'appelle l'anthroposophie et qui, peut-être que vous avez vu les vins avec le label Déméter, ça vous dit peut-être quelque chose. Bon, bah ça découle d'une sorte de science ésotérique qui est vraiment farfelue quand on se pose dans le détail là-dessus. Et ceux qui, donc ça ne représente pas toute la filière, c'est une partie de la filière qui est dans ce mouvement-là. Mais il y a vraiment un rejet de la rationalisation des Lumières et un rejet aussi de la mondialisation, du productivisme de l'industrie. Donc c'est dans cette idée-là qui est aujourd'hui qui sous-tend à la philosophie du bio actuellement, qui est né le bio. Et il s'est transmis en France un peu plus tard, après-guerre, en reprenant une partie notamment des thèses agrariennes, de la terre qui ne ment pas, de l'entre-deux-guerres. Et donc, c'est historiquement un mouvement qui est très conservateur, très à droite, et qui va opérer un basculement post-68 à l'extrême gauche. Donc ça, c'est très curieux. Quand on regarde l'origine idéologique du bio, il y a un basculement de droite à l'extrême gauche qui va reprendre ces thèses et en y incluant une beaucoup plus grande part d'anti-mondialisation, de rejet des multinationales. Donc, il y a cette idée que le bio favoriserait le producteur, ce serait le circuit autre. Et donc, vraiment, voilà, c'est pour dire que le fondement du bio, il va dans l'opposition à ce qu'on a fini par appeler la révolution agricole, la révolution verte, notamment dans les pays en voie de développement, et cette idée qu'il faut rejeter un certain nombre de progrès, un certain nombre d'innovations technologiques. Alors, quand je dis progrès, il y a déjà un jugement de valeur, mais il y a cette idée que le bio, ce serait une réponse à ce qui serait une fuite en avant productiviste, que tout ce quand on utilise des engrais, que lorsqu'on utilise des engrais, lorsqu'on utilise des pesticides, en fait, on créerait plus de problèmes qu'on en résoudrait. Et ça, pour le coup, ce que je vais documenter dans le livre, c'est que c'est assez faux. C'est-à-dire que, bien sûr, l'utilisation des premières générations de pesticides a créé des problèmes considérables, mais on les a remplacés par une deuxième génération qui crée moins de problèmes, qui avait plus de bénéfices, qui crée aussi des problèmes. Mais c'est cette idée que l'industrie apporterait plus de problèmes qu'elle ne résoudrait,
Et ce constat-là, alors là, on ne le fait pas seulement dans le bio, on le fait de manière générale, de cette idée que c'était mieux avant, est erronée d'un point de vue historique. Je pourrais rentrer un peu plus dans le détail si vous voulez, mais l'agriculture aujourd'hui est beaucoup plus saine que celle d'avant. Elle nous nourrit mieux. On utilise moins de pesticides qu'avant. Ceux qu'on utilise sont moins problématiques que ceux qu'on utilisait avant. Donc, il y a vraiment une amélioration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, hein. C'est clair qu'il y a des problèmes. Mais on est dans une approche où l'innovation génère plus de bénéfices que de problèmes par rapport à ce qu'il y avait avant. Ça, c'est très important. Et le bio, par contre, part du constat que c'est le contraire. À chaque fois, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on développe aggraverait la situation. Donc voilà, donc après, je ne sais pas si je... Le troisième pilier, le pilier économique, ouais, alors, sur plus d'agriculteurs, tu parlais du suicide, de la difficulté d'un métier qui demande beaucoup de temps et qui ne permet pas de nourrir son homme. L'idée du bio, c'est que ça résoudrait enfin ce problème, c'est bio haut de gamme, avec théoriquement une meilleure marque. Est-ce que tu as étudié ce point? Est-ce que ça apporte vraiment une solution? Alors, c'est assez compliqué. Globalement, c'est vrai que y a les agriculteurs, les producteurs bio ont tendance à un peu mieux gagner leur vie que les agriculteurs conventionnels en moyenne, sachant qu'il y a beaucoup de disparités, c'est très compliqué de comparer. Hein, parce qu'on compare pas, c'est difficile de comparer un éleveur en estive dans les Pyrénées qui fait du pâturage par rapport à un gros producteur céréalier de la Beauce. Mais quand on compare dans des situations équivalentes, en fait, le bio va produire moins, donc il y aura moins de chiffre d'affaires, il y aura moins de volume, pardon, pas forcément de moins de chiffre d'affaires. Il va consommer moins d'intrants, donc ça va réduire un petit peu ses coûts, mais ça va demander plus de main-d'œuvre. Donc là-dessus, on s'y retrouve en termes de coûts, c'est à peu près équivalent. Et par contre, le bio vend plus cher que ce produit. Maintenant, ce qu'on observe aussi, c'est que sur certaines productions, le bio, c'est ce que je montre dans le livre, c'est que le bio est plus subventionné. On reçoit plus de subventions, il y a des subventions spécifiques. Et aujourd'hui, le fait que les subventions ne soient pas liées à la production, elles sont liées à l'hectare. Quand je produis moins à l'hectare, forcément, mon litre de lait produit, il est plus subventionné. Et donc là-dessus, je pense que le bio se serait développé sans l'intervention de l'État, ça c'est évident. Maintenant, ce qui se serait développé autant, là j'ai un doute, et c'est toute la partie que je développe dans ce livre, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de problème avec le fait que les gens consomment bio, produisent bio, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Là où ça me gêne, c'est que les idées qui sont véhiculées, et c'est un mouvement qui est profondément idéologique. Et quand je dis idéologie, je ne mets pas de valeur. Je mets vraiment l'idée, la logique des idées. Les idées qui sont véhiculées par le bio et qui sont de plus en plus partagées dans la population font que le bio se développe au détriment d'autres progrès, d'autres évolutions agricoles. C'est-à-dire qu'il va toucher plus de subventions et il va mettre en place la filière bio et c'est cette idée qu'on partage sur le bio va faire en sorte qu'on va limiter d'autres innovations, qu'on va interdire certaines choses, et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que moi, je suis pour la concurrence, je suis pour que toutes les formes de production agricole qui veulent émerger puissent émerger, mais avec les idées du bio, en fait, on interdit d'autres formes agricoles d'émerger. Et c'est ça qui est profondément gênant pour moi, et c'est pour ça que j'ai écrit que si le bio se limitait à faire du bio avec les consommateurs bio, moi, je n'ai pas de souci particulier. Ce qui me pose problème, et c'est la dernière partie de mon livre, c'est notamment sur les biotechnologies, on pourra y revenir, c'est que ces idées véhiculées par le bio nous interdisent depuis 20 ou 30 ans de développer certaines solutions en termes notamment d'amélioration génétique qui, pour le coup, quand on parle de considération de limiter l'utilisation de pesticides, d'affronter le changement climatique, de lutter contre le changement climatique, de s'y adapter, de répondre aux besoins sanitaires et tout ça, c'est une des clés essentielles qui s'offrent à nous et qu'on est en train de limiter artificiellement parce qu'on a ces idées-là. Donc, c'est quelque chose que je critique. Et puis, le bio aussi, c'est ce que je montre dans le livre, va bénéficier d'un certain nombre de réglementations favorables. Vous avez peut-être entendu parler du fait qu'on allait devoir avoir 20% de bio à la cantine, tout ça. Donc, ça, ce sont des chiffres d'affaires qui sont garantis par l'intervention de l'État. Et pour moi, une des preuves qui fait que sans l'État, le bio ne se serait pas autant développé, c'est que quand on compare le marché américain et le marché européen, en Europe, on a à peu près un peu plus de 7% de la surface agricole qui est convertie en bio, alors qu'aux États-Unis, on n'a que 1%. Pourtant, le marché de consommation sont à peu près équivalents. Je ne sais plus combien, si c'est 150 milliards, je peux vous retrouver le chiffre exact, mais on a à peu près le même volume d'affaires, le même chiffre d'affaires en consommation de bio aux États-Unis et en Europe.
Et pourtant, il y a un pays qui ne subventionne pas le bio, ou très peu, qui est les États-Unis, où il y a eu 1% seulement de la surface convertie. Et en Europe, c'est plus de 7%. En France, si on prend en compte ceux qui sont en conversion, on est à peu près 1 hectare sur 10 qui est converti en bio. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, hein, il y a des rapports qui sont sortis, notamment du Sénat, qui montrent comment en fait, les subventions du bio jouent une sorte d'effet d'aubaine, qu'on appelle l'effet d'aubaine en économie, et qui poussent un certain nombre d'agriculteurs, notamment sur les surfaces fourragères, c'est sur l'élevage de ruminants pour le lait ou pour la viande. Les 2/3 des surfaces en bio en France sont sur ce type de surface. Et pourquoi est-ce que c'est surtout ça qui s'est converti? Pourquoi ce sont surtout ce type d'agriculture qui s'est converti? Ce que disent notamment des sénateurs dans un rapport de la Commission des finances, c'est qu'il y a des subventions qui sont très favorables, pas seulement pour le bio, mais aussi des mesures agro-environnementales. Et c'est des surfaces qui sont assez faciles à convertir en bio parce que le pâturage retient peu d'intrants. Voilà, donc ça c'est vraiment le constat qu'il y a une sorte d'interventionnisme de l'État, l'Union européenne, qui, en faveur du bio, qui a permis son développement aujourd'hui, et c'est ce qui crée, à mon sens, une concurrence déloyale vis-à-vis d'autres formes qui ne sont pas sans critique. Sur le principe, c'est l'idée qu'on puisse financer la conversion pour l'évolution, elle n'est pas absolument choquante. Tu peux imaginer qu'en effet, comme pour les voitures, on a intérêt à donner un petit coup de pouce. La question, c'est est-ce qu'après, à l'équilibre, on aura besoin tout le temps, d'ailleurs c'est une question qui est aussi pour les énergies renouvelables, mais est-ce qu'on a besoin tout le temps et structurellement pour que ça soit avantageux de ces formes de subventions, qu'elles soient officielles ou déguisées? Oui, alors aujourd'hui, en effet, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée que l'État subventionnerait uniquement la conversion. Dans les faits, ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'on maintient les subventions, et les subventions au maintien en faveur du bio. Donc, même si la conversion joue, c'est un des gros rôles. Mais en effet, sans maintien. Et ce qui est d'ailleurs paradoxal, parce que quand on s'intéresse au texte fondateur de l'agriculture bio, il y a cette idée d'écosystème, de circuit court, d'approche un peu plus autarcique, mais pas seulement mais pas seulement d'un point de vue agronomique ou des intrants ou de la production, de la consommation, mais aussi d'un point de vue économique. C'est-à-dire que c'est vraiment très important chez les fondateurs du bio de dire que l'équilibre avec l'écosystème, il doit être aussi économique. Et c'est là qu'il y a un gros paradoxe, qu'il y a quand même un agent extérieur bien artificiel qui maintient à flot cette filière. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, relève du paradoxe aussi et des incohérences. Alors, on va laisser la parole à ça. Moi, j'ai une dernière question sur les rapports de prix entre le non-bio et le bio. Ça introduit quand même une sorte d'inégalité entre ceux qui ont accès au produit bio et ceux qui n'ont pas accès. Est-ce que tu t'es intéressé à ces différences de consommation? Est-ce que ça fait pas une agriculture à deux vitesses? Alors, j'ai bien compris qu'on n'avait jamais trouvé la différence en termes de santé, en termes organoleptiques, en termes de goût. Est-ce que c'est le cas? Alors, c'est compliqué parce que les goûts et les couleurs ne s'expliquent pas, mais la tomate bio. Quand on fait il y a eu quelques études qui ont été faites à l'aveugle. Quand on fait goûter à l'aveugle, on n'observe pas de différence. Comme le Coca et le Pepsi, c'est très déceptif. Et l'autre élément qui est très intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un effet halo. Parce qu'en fait, le goût, c'est pas seulement nos papilles, hein, c'est aussi ce qu'on voit, nos préconceptions. Et quand on présente un même fruit ou un même légume en deux tomates complètement identiques et qu'on dit à un consommateur celle-ci est bio et celle-ci ne l'est pas, les consommateurs ont tendance à trouver que la tomate bio, enfin, qualifiée de bio, est un meilleur goût. Après, ce qui est vrai, c'est que souvent, quand vous avez un petit primeur en circuit court, local, qui va vendre du bio, comme les fruits ont souvent été récoltés à maturation, moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent tu as peut-être raison sur le plan environnemental sanitaire, mais je trouve vraiment que les fruits sont meilleurs. Je vais expliquer ça. Et en fait, ce qui peut expliquer ça, c'est que les fruits sont récoltés à maturation, ils n'ont pas passé 3 semaines dans une chambre froide. Donc là, ça joue probablement un rôle, mais ce n'est pas quelque chose qui est l'apanage du bio pour avoir les mêmes bénéfices d'un point de vue avec de la production. Alors, pardon, une toute dernière remarque. On confond souvent bio et circuit court. C'est bio, c'est court. Alors qu'en fait, mon bio, mes bananes bio, elles viennent assez loin. Forcément, ils peuvent même venir de très loin. Est-ce qu'il y a en fait une différence complète entre le côté court et donc économisé en carbone,
transport, et le bio? Alors, pas tout à fait, parce que sur les fruits bio, par exemple, on importe, si je dis la bêtise, 50% de fruits bio qui viennent de. C'est un tiers du bio qu'on consomme et c'est importé. Un tiers du bio qu'on consomme, et sur les fruits en particulier, c'est la moitié. Et du coup, donc déjà, le bio ne veut pas dire que ça ne vient pas de loin. Le bio, ça ne veut pas dire non plus que ce sont des petites exploitations. La surface moyenne des exploitations bio en Australie, c'est 13 000 hectares. La surface moyenne des exploitations en général en France, c'est 50 hectares. Donc, et encore une fois, on pourrait revenir aussi sur ce débat de est-ce que les petites exploitations sont une bonne chose, ce qui est aussi difficile. Mais le circuit court, ça part du principe qui s'entend, qui est de dire que si un produit vient de loin, il y a un transport qui est considérable et donc il y a une pollution liée à ce transport qui est très élevée. Quand on regarde dans les chiffres, en fait, ce n'est pas un indicateur suffisant. C'est-à-dire que s'il y a des études qui ont été faites, si on compare un circuit court où on va avoir une petite production mal intégrée dans les circuits de distribution avec une logistique défaillante, eh ben, on va potentiellement polluer beaucoup plus parce qu'on aura transporté le gigot dans une camionnette que quelque chose qui viendrait de Nouvelle-Zélande, des gigots qui viendraient de Nouvelle-Zélande, parce qu'il aura été produit dans des conditions climatiques plus adaptées, avec un circuit de distribution et de production beaucoup plus intégré. Et le transport, comme il se sera fait sur des volumes extrêmement importants, va diluer complètement la pollution. Et donc, sur les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, les food miles, le nombre de kilomètres parcourus par les aliments ne sont pas un indicateur suffisant. Et donc, on peut avoir intérêt, d'un point de vue écologique, à consommer des produits qui ont été cultivés sous un climat plus adapté que ce qu'on fait en France, par exemple. Maintenant, ça ne veut pas dire que manger en circuit court de saison n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que, mais il y a peut-être l'importance, c'est de rajouter de saison qui joue. Bon, il est temps de passer la parole à la salle, ou à la salle où les gens qui sont à distance. Oui, François Tilboust, Bayer. Je voudrais savoir ce que vous pensez en fait du rôle des GMS, de la grande distribution dans le développement du bio. Le rôle de la grande distribution, je répète pour le prochain le rôle de la grande distribution dans le développement du bio. Oui, alors c'est assez, donc j'en parle aussi dans le livre, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais il y a aujourd'hui le mouvement initial du bio est un mouvement qui est initialement assez anticapitaliste, qui a un rejet de la mondialisation, un rejet du gros de l'industrie. Et donc, le bio s'est développé d'abord dans des circuits, dans des petits circuits assez anonymes. Puis en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que la grande distribution a repris les codes du bio pour son marché. Et c'est quelque chose d'assez paradoxal pour le bio parce que en fait, la grande distribution fait ce que le mouvement fondamental du bio a toujours rejeté. Et aujourd'hui, on a un produit sur 5 qui est lancé par la grande distribution qui est bio. Et donc, la grande distribution a complètement repris ce discours-là sur l'aspect notamment sanitaire, le sans OGM, le sans pesticide, mais n'a pas. Mais ça crée une confusion considérable. Et d'ailleurs, peut-être que vous en avez entendu parler, il y a le mouvement fondateur du bio, donc les réseaux classiques, les réseaux traditionnels de développement du bio, qui ont lancé une campagne pour distinguer la bio du bio, le bio. Donc là, la bio, ce serait les vrais bio, et le bio, c'est le bio de la grande distribution. Donc ça montre à quel point il y a une contradiction et un conflit entre le circuit de grande distribution qui a préempté les parts de marché qu'avait développé le monde. Alors, il y a une question en ligne qui veut être posée par Catherine Rémy-Roger. Absolument. Est-ce qu'on essaie de Catherine, si vous pouvez poser votre question en parlant très fort. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends, mais je ne sais pas pourquoi de la salle. Oui. C'est bon, vous pouvez y aller. Voilà. Alors, je voulais d'abord féliciter Laurent pour ce petit livre, car comme je l'ai marqué dans le petit message écrit, c'est un livre qui énonce avec des termes simples un certain nombre de vérités qui ne sont pas connues du grand public. Et donc, c'est un livre de vulgarisation qui, à mon avis, me semble tout à fait opportun actuellement. Donc, par rapport à… Je n'ai pas franchement de questions, mais j'ai quand même à vous demander, Laurent, vous avez sans doute entendu parler de ce qui se passe au Sri Lanka,
où il y a actuellement, on peut dire qu'il y a une généralisation du bio avec une volonté politique justement de généraliser le bio. Et il semblerait que la population sri-lankaise actuellement soit soumise à des restrictions alimentaires, pour ne pas dire plus, parce qu'il y a une baisse très significative de la production locale. Alors, donc ça, c'était ma... Puis peut-être que vous me redonnerez la parole après, pour que j'en pose d'autres. Je voulais aussi signaler que la Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, a publié trois petites études, un triptyque sur le bio. Donc, il y en a un, c'est tout l'aspect marketing qui a été évoqué à la fois par Olivier et par François Thibouste. Et puis, les autres, c'est sur l'aspect justement de la qualité des aliments bio par rapport aux non bio. Et ça, c'est une étude de Léon Guéguin. Et enfin, sur l'environnement, il y a une étude tout à fait intéressante aussi de Bernard Le Buanec, qui a montré qu'à travers des études suédoises notamment, qu'il n'y avait pas un avantage à cultiver bio par rapport à une agriculture raisonnée, conventionnelle, avec justement toute une volonté de maîtriser tous les intrants que l'on y met, que ce soit des pesticides organiques de synthèse, des produits de biocontrôle, et de faire de la prophylaxie maintenant ce qu'on appelle de l'agroécologie. Merci. Merci beaucoup. On va laisser Laurent répondre. Si vous avez d'autres questions, ceux qui sont en visio, mettez-les dans le chat et ça nous permettra de les passer à Laurent et Olivier. Merci. Le cas du Sri Lanka, c'est ça qu'on a vu récemment. Tout à fait. En effet, il y a eu des études à la Fondapol. Oui, d'ailleurs, je m'y appuie largement dans mon livre, c'est très, très bien. Si vous voulez pousser la réflexion sur les aspects plus techniques, plus scientifiques, je vous invite à les lire. C'est vraiment très bien. Sur le Sri Lanka, alors, je ne suis pas un spécialiste du Sri Lanka, et c'est vrai que ce pays a fait l'actualité sur le bio parce que le gouvernement a décrété qu'il fallait passer toute l'agriculture, notamment la production de thé, qui est un Sri Lanka la première producteur de thé au monde, en bio. Et visiblement, il serait revenu sur donc il a interdit les importations d'engrais de synthèse, concrètement. Il y a un certain nombre d'observateurs qui disent que ça a fortement nuit à la production alimentaire et que ça crée une crise. Après, il y a aussi d'autres observateurs qui nous expliquent que cette crise vient du Covid. Donc, c'est encore difficile pour moi, c'est encore difficile d'avoir une analyse très claire là-dessus. Maintenant, ça pose la question d'un certain nombre de promoteurs du bio qui nous disent qu'en fait, le bio serait une bonne alternative pour les pays qui n'ont pas encore accompli ce qu'on appelait la révolution verte. C'est-à-dire la révolution verte, c'est la mécanisation, la motorisation de l'agriculture, l'usage d'engrais de synthèse, l'usage de phytosanitaires, l'usage de l'amélioration génétique. Et que, donc, il y a un certain nombre de pays dans le monde, ce sont les pays où on continue de mourir de faim ou d'avoir des problèmes de sous-nutrition, qui n'ont pas accompli cette révolution verte. Et on a des promoteurs du bio qui disent que ce serait une bonne alternative parce que le bio a un rendement meilleur que leur agriculture vivrière sans avoir les travers de l'agriculture productiviste. Et aujourd'hui, il n'y a aucun pays, à ma connaissance, qui a réussi à faire ça proprement. Et donc, moi, ça me pose un souci moral de dire on va faire la promotion d'une forme d'agriculture qui, même en Occident, n'a pas fait ses preuves et n'a pas démontré ses vertus. On va en faire la promotion dans des pays où la situation est catastrophique d'un point de vue humanitaire, ça me pose un vrai souci, alors qu'on a des méthodes qui fonctionnent pour alimenter la population, qui est le premier des enjeux. Donc ça ne veut pas dire que les révolutions vertes qui n'ont pas été réalisées dans les pays en voie de développement doivent reproduire tous les travers qu'on a connus en Occident. Je pense qu'on peut tirer des leçons. Il y a un certain nombre de choses. On peut capitaliser sur les acquis, sur les connaissances, sur les dernières générations de produits, d'intrants, de biotechnologie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'essaie de développer dans la dernière partie du livre, qui est pour moi l'incohérence fondamentale du bio, qui est le rejet des biotechnologies. Et on observe que dans certains pays, notamment des pays très pauvres, très compliqués, comme le Bangladesh, on a eu l'utilisation de certaines biotechnologies, donc ce qu'on appelle, avec des mots qui font peur, les OGM, qui ont des résultats très intéressants sur la baisse de consommation d'insecticides, dont les effets sur la santé sont très délétères pour les paysans, l'augmentation des rendements, l'augmentation des revenus,
Et donc, sur tous les indicateurs, certaines biotechnologies ont eu un bénéfice considérable pour des populations dans ces pays pauvres. Après, ça ne veut pas dire que ça ne pose pas de soucis hein, sur certains OGM. Donc on parle notamment des OGM qui sont rendus tolérants aux herbicides. On crée d'autres soucis, sur lesquels on peut revenir si vous voulez. Mais globalement, ce que nous dit la science depuis 40 ans, et là-dessus, c'est encore un élément, et d'ailleurs, on a fait une note à l'Institut Sapiens à ce sujet, où il y a vraiment un énorme décalage entre ce que dit le consensus scientifique sur le caractère, sur l'innocuité intrinsèque des OGM, des biotechnologies, versus les anciennes techniques ou les techniques traditionnelles d'amélioration génétique. Il n'y a pas de raison de considérer que les OGM seraient intrinsèquement plus néfastes. Ce qu'il faut considérer, c'est le produit. Si on revient un peu sur l'histoire de l'amélioration génétique, tout ce que nous mangeons aujourd'hui, et nous-mêmes, sommes le résultat de mutations. Donc, tout ce qu'on mange a été un jour ou l'autre un mutant par rapport à la variété initiale. Et donc, ce sont des mots qui font peur en soi, mais c'est quelque chose qui c'est le processus évolutif. L'évolution, ce sont des mutations qui ont été sélectionnées pour leur avantage comparatif. Et donc, on avait un certain nombre de technologies, donc certaines les croisements que vous connaissez peut-être, d'autres technologies avec des noms plus barbares sur la mutagénèse, la cisgénèse, tout ça qui ont été développées un peu plus tard, et qui aujourd'hui, la mutagénèse, par exemple, c'est une technologie qui consiste à provoquer artificiellement un grand nombre de mutations. La plupart vont être néfastes, vont tuer la plante, mais un certain nombre vont avoir un avantage évolutif intéressant qu'on va sélectionner. Et en fait, on a accéléré quelque chose qui se faisait naturellement. Quand je prends par exemple le loup, l'humain, depuis la préhistoire, a complètement piloté l'évolution et la dérive génétique du loup vers le chien pour avoir différentes races de chiens, pour avoir stocké une niche, qui n'a plus rien à voir avec le loup. Et bien, ce qu'il faut considérer, c'est que tout ce que nous cultivons, tout ce que nous mangeons, a subi le même phénomène. Et donc, c'est la manipulation par l'humain. L'agriculture, c'est en soi de la manipulation. Et même en bio, ce que cultive le bio est le résultat d'une manipulation génétique sophistiquée. Et donc, ce qui ne posait pas de souci jusque dans les années 80, on n'avait pas de souci vis-à-vis de ça. Les techniques qui fait aujourd'hui frémir, en fait, étaient complètement acceptées. Et on a eu un souci à partir des années 80-90 avec le développement d'une technique qui s'appelle la transgénèse, qui a donné le nom aux OGM, qui consistait à prendre un gène d'une autre espèce et l'intégrer dans une espèce cible. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a critiqué c'est vraiment cette idée du bio, hein, qu'il ne faut pas manipuler la nature outre mesure, parce que sinon on va se prendre un retour de bâton. Mais c'est contraire à toute l'évolution de l'agriculture depuis que l'homme. Et donc là-dessus, pour moi, c'est vraiment la grande incohérence du bio, parce que la transgénèse et puis les nouvelles techniques d'édition génomique aujourd'hui, peut-être que vous avez entendu parler de CRISPR-Cas9, qui permettent de faire de l'évolution génétique beaucoup plus précise, beaucoup plus contrôlée, et elles sont rejetées par lui. En fait, il y a un paradoxe considérable qui est de voir que plus on maîtrise la technologie, plus on sait ce qu'on fait, plus on contrôle, plus on s'oppose. Plus on diminue les risques, plus on est contre. Et donc, c'est quelque chose qui, pour moi, est une énorme incohérence, parce que ces techniques d'édition génomique, elles nous promettent des plantes qui vont consommer moins d'intrants, qui vont se protéger elles-mêmes, qui vont être plus adaptées au changement climatique, qui vont permettre de lutter contre le changement climatique, qui vont avoir des meilleurs. On parle de blé avec un gluten assimilable pour les intolérants. Enfin, on parle d'une nouvelle révolution qui s'offre à nous. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va tomber dans la même dérive qu'on a eue vis-à-vis de la transgénèse et l'interdire, la tuer dans l'œuf et laisser ces innovations aux Chinois. Donc là, c'est pour moi quelque chose de très important. C'est pour ça que je pense qu'on avait écrit cette note aussi avec Sapiens. On est face à une nouvelle technologie qui va nous permettre de répondre, et c'est là, j'essaie de ne pas être contre le bio tout le long, mais de proposer une alternative. Et je pense qu'aussi le bio aurait intérêt à adopter et à accepter ces technologies-là, qui nous permettraient justement de réduire la consommation d'intrants, qui pose des soucis, et qui nous permettrait d'améliorer la qualité sanitaire et nutritionnelle de ce qu'on mange, et de répondre aux défis climatiques. Donc c'est ça le grand paradoxe. Alors, une question. Quelle est la position de la Chine par rapport au développement des bio?
Alors, vis-à-vis spécifiquement du développement du bio, je ne sais pas. Je pense que la Chine est dans une approche, aujourd'hui, quand on regarde qui est très, très favorable aux biotechnologies, qui est beaucoup plus favorable à la technologie en général. Quand on regarde c'est une étude que Catherine Rémy-Roger a faite, quand on compare les brevets qui sont déposés sur l'édition génomique, on a 40% qui viennent de Chine, 40% qui viennent des États-Unis et 10-20% qui viennent d'Europe. Donc la Chine va devenir un des leaders de l'excellence agricole, de l'innovation en agriculture, au détriment de l'Europe. Je pense que là-dessus, on est en train de subir un déclassement considérable. Et c'est des choses qui vont se jouer dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que la question de la régulation de l'édition génomique, de ce qu'on appelle les NBT, les NGT, va faire l'objet de décisions au niveau européen, pour savoir si on les accepte ou pas. Et c'est important, je pense, que les partisans du progrès technique de l'innovation soient hyper vigilants là-dessus et défendent ce développement. Bon, j'ai juste un point à faire par rapport on discutait des goûts. Est-ce qu'on peut reconnaître les goûts de n'importe l'autre, etc. Il y a un domaine en particulier où je trouve qu'on peut, c'est le domaine du vin. Ouais. Parce qu'effectivement, là, on peut vraiment faire la distinction entre des bouteilles plus anciennes et vendanger avec des méthodes un peu plus anciennes, moins biodynamiques. Ouais. Sachant que le deuxième point, la biodynamie, dans le domaine du vin, c'est pas tellement juste la question des enfants et tout ça, mais c'est aussi comment on prend en compte le reste de la nature, la lune, il y a toutes sortes d'autres choses autour. Peut-être une partie sont folkloriques, mais je trouve que le résultat est assez probant. Alors, je crois en effet que sur le vin, il y a des différences qui sont repérées et qui sont liées en effet au mode de culture. Il y a le fait d'utiliser ou pas des sulfites. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait que ce soit bio intrinsèquement, c'est que la technique qu'on a utilisée est légèrement différente. Maintenant, sur l'aspect biodynamie, c'est pas seulement pour moi du folklore, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ceux qui sont en biodynamie, ils ont adopté un cahier des charges qui les oblige à respecter un certain nombre de pratiques qui vont plus loin que du folklore. Il y a vraiment un aspect très religieux, très ésotérique là-dedans, qui découle d'une ce qu'on appelle l'anthroposophie, qui est une pseudo-science développée par Steiner au début du XXe, qui a ses applications dans d'autres domaines, dans l'éducation, dans les cosmétiques, et qui va considérer qu'il y a un cosmos avec des choses qui sont vivantes et mortes, qu'il faut utiliser les cornes des vaches, des animaux, nous relier au cosmos. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très farfelues et qui se traduisent aussi dans des pratiques qui sont farfelues. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler fort quand vous posez des questions parce qu'il y a des gens de l'autre côté? Je vais essayer. En parlant de rendement, face bio par rapport au pas traditionnel, on parle quelquefois du rendement de la permaculture. Par exemple, ça permet de retrouver très bon rendement. Est-ce que c'est la niche de la niche? Alors, la permaculture par rapport. Est-ce que tu peux répéter la question pour tout le monde? Oui, je suis désolée. La question, c'est, on parle souvent de la permaculture. Alors, j'en parle pas beaucoup dans le livre, mais on parle souvent de la permaculture qui aurait des rendements considérables. Alors, là-dessus, il y a des expérimentations aujourd'hui qui sont faites par certaines fermes qui seraient modèles sur la permaculture. Quand on regarde, en effet, c'est souvent du maraîchage, c'est-à-dire que ce n'est pas des céréales, c'est souvent des fruits et des légumes, et où la production va être très concentrée avec des recherches de symbiose entre différentes modes. Ce qui aujourd'hui, c'est vrai, enfin je crois que c'est vrai, que les rendements peuvent être très élevés, la production peut être très élevée, parce qu'on est sur du maraîchage. Maintenant, c'est des techniques qui ne sont pas, en l'état actuel, mécanisables. C'est-à-dire que ce sont des modes de production qui requièrent une main-d'œuvre qui est considérable. Donc, on peut en effet atteindre sur des surfaces très réduites des gros rendements en maraîchage, encore une fois, mais c'est des choses qui ne sont pas mécanisables. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple, à ma connaissance, de ferme qui ne vend pas
à des restaurants une autre cible que des restaurants gastronomiques. L'aspect de l'agriculture aujourd'hui n'a pas démontré de scalabilité de mise à l'échelle économique. Maintenant qu'ils se développent, et si demain ils ont des choses encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses, des modes de culture, des pratiques qui ont été développées par le bio et qui n'a pas empêché le conventionnel de les récupérer. En fait, quand ça marche, il n'y a aucune raison de ne pas l'adopter en conventionnel. Par contre, l'inverse, c'est là qu'il y a une sorte de dogme, c'est que quand ça marche en conventionnel, certaines techniques, on va se les refuser parce qu'elles seraient synthétiques, elles seraient effectivement, le bio est subventionné, mais on peut parler des choses comparables par rapport à l'économie. Il faut être marqué des externalités négatives qui sont absolument pas estimées actuellement par la vie nationale, que pour la vision conventionnelle, c'est-à-dire les pollutions, la pollution. Vous voyez, par exemple, quand on prend l'agriculture conventionnelle, l'élevage porcin, c'est évident que les éleveurs, la filière élevage ne supportent pas les coûts produits. Donc, il faudrait réintégrer ça dans le prix de certaines productions agricoles. Oui. Alors, tu me remets la question. Oui, la question, c'est que, j'essaie de ne pas trop la travestir, mais la question, c'est que en conventionnel, le conventionnel n'intègre pas certaines externalités. Là-dessus, il faudrait faire à chaque fois des études du cas par cas, et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes avec l'élevage porcin, notamment d'eutrophisation des milieux et des littoraux, de prolifération d'algues. Maintenant, quand on regarde au niveau, et il faut traiter ces cas, et quand on regarde au niveau global sur l'aspect environnemental, sur les externalités notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on regarde 1 kilo le bio n'est pas exempt d'externalités aussi. Le bio, en fait, produire, cultiver quelque chose, c'est aller à l'encontre de l'écosystème. L'agriculture, par définition, c'est une manipulation de l'écosystème, que ce soit en bio ou en conventionnel. Et ça crée forcément des externalités négatives. La question, c'est est-ce que le bio en crée moins ou pas? Et quand on regarde au kilo produit, encore une fois, on ne peut pas conclure que le bio est sensiblement plus vertueux. Donc, les externalités négatives existent aussi en bio. Et donc, en effet, après, moi, je suis pour en fait, intégrer au maximum les externalités dans les coûts de production. D'autres interventions? Colin Million, voilà, j'avais une question. C'est un peu en décalé par rapport au bio, mais vous en avez parlé. Comment la France peut améliorer sa balance d'expérience sur l'agriculture? Alors, vraie question. Oui. Il y a cette idée que, je l'avais pas mal étudié il y a quelques années sur la question du vin notamment, c'est qu'on voit les parts de marché à l'export d'un des poids lourds de notre agriculture, qui est la viticulture, s'érodent sensiblement, même sur le vin. C'est-à-dire que le Nouveau Monde, la Chine, l'Italie, l'Espagne qui est passée devant nous. Je crois qu'on est passé cette année le 3e producteur de vin. Alors, ça s'explique en partie par le gel. Il y a eu des terribles cette année. Mais on reviendra peut-être deuxième, j'espère. Et donc, il y a cette idée qu'en France, il faudrait qu'on fasse une agriculture haut de gamme, qu'il faudrait qu'on fasse une agriculture de qualité, d'AOC. Donc, je pense en effet qu'il faut faire cette agriculture. Mais on est en train de ce fait de se priver, de supprimer, et on le voit dans le vin notamment, l'agriculture d'entrée de gamme, ce qu'on appelle l'agriculture de commodité. L'agriculture qui va produire des gros volumes, que ce soit en lait. Et donc ça, c'est la base de la pyramide. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir le sommet de la pyramide sans avoir la base. Je fais le parallèle souvent avec la bière, c'est-à-dire qu'on a un marché de la bière qui explose, qui se développe en France, en Europe, dans le monde, et qui était très, très, très fort en France aussi, parce qu'on a une base de production et de consommation de bière qui sont des bières qu'on pourrait juger médiocres, peut-être, mais que des spécialistes pourraient juger énormes, moi je ne sais pas d'avis là-dessus, mais qui sont des bières d'entrée de gamme. Et on a au sommet de la pyramide des bières de trappistes, des bières. Et en fait, c'est parce qu'on va avoir une population qui va s'intéresser à la bière avec des bières d'entrée de gamme, qu'une partie va pouvoir ensuite devenir spécialiste, se passionner pour ça. C'est la même chose pour le vin, je pense, c'est qu'on ne renouvelle pas aujourd'hui notre base de consommateurs de vin parce qu'on n'a pas développé de grandes marques de vin. Les 10 premières grandes marques de vin
on n'a aucune qui est française. Ce sont des vins australiens, chiliens. Et aujourd'hui, quand vous allez dans un rayon pour acheter du vin, la plupart des gens ne savent pas pour acheter, parce que c'est illisible. Et donc, je pense que c'est très important, si on veut maintenir une agriculture compétitive, de ne pas négliger la base de la pyramide. Et ça vaut aussi pour les autres formes de production. Et donc là, il y a un sujet qui est d'avoir des grandes exploitations. Parce que, comment? Je sais parce qu'on a beaucoup critiqué le Préfontaine et Pyramide, qui ont fait vraiment une inventerie. Oui, oui, oui. Qui était complètement critiqué en disant que c'était qualifié comme mauvais vin, justement pour aller vers. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les vins au pichet qu'on boit à Paris sont tous italiens ou italiens. Donc ça veut dire que, je prends aussi souvent l'exemple du Prosecco. Le Prosecco, c'est un vin pétillant qui prend les parts de marché au champagne aujourd'hui, où il y a une grosse base de consommation de classe moyenne que tout le monde voit, avec une partie aussi du Prosecco de grande qualité. Et on n'a pas ce même phénomène au niveau du champagne. Le champagne va après ouvrir demain, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on sache aussi avoir d'un point de vue marketing, développer des cultures et ce qu'on fait plus de la commodité. Et ça pose la question des grandes exploitations. Et quand on regarde aujourd'hui la taille des exploitations en France, en moyenne versus l'Allemagne versus d'autres pays, si on veut réduire les coûts, il y a un enjeu de consommation. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que toute l'agriculture doit être uniformisée vers des grandes exploitations. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour tout. Je pense qu'il y a de la place pour faire du fromage AOC sur des exploitations en pâturage en Bangladesh. Et il devrait aussi y avoir de la place, à mon sens, pour de plus grandes exploitations qui vont partir à la conquête du monde sur l'export de céréales ou de vin. Nous avons le temps pour une toute dernière question, une réponse rapide. Sinon je passe aux annonces. Les annonces médicales, pour demain. Merci beaucoup. Merci. La librairie, vous pouvez même l'acheter ici, mais probablement vous le faire dédicacer par l'auteur. Comme je vous ai, j'en profite, le 24 novembre, nous faisons une grande conférence sur la place de la science dans la société, vue à travers le prisme du problème de la transition énergétique. C'est à Sciences Po, en amphi Boutmi, à 18h30. Les inscriptions sont encore ouvertes. Puis, il y a plein de places de venir et on vous encourage à venir et à amener des gens. Nous recevons Nathalie Janson pour un petit déjeuner le 8 décembre. Elle nous parlera des nouvelles théories monétaires. C'est très intéressant aussi. Et le soir même, du 8 décembre, une conférence sur les douleurs chroniques. Et là, ça sera uniquement en ligne. Et je crois que je vous dirai. Voilà. Et très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci. Les studios. Merci.